Bonjour tout le monde, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous faire partager un message. Il y a quelque temps, face à l'explosion des luttes antiracistes, des manifestations Black Lives Matter, je me suis rendu compte que j'avais une plateforme ici, que des gens écoutaient un petit peu ce que je disais dans le podcast, et que j'avais la possibilité, moi aussi, de partager un petit peu un message de tolérance et d'amitié global, parce que c'est un petit peu l'objectif de mon podcast. Et dans cette optique, j'ai fait un appel au témoignage et à l'expression auprès des personnes qui m'écoutent. Donc j'ai eu un message de la part de Ludwig que je voulais vous partager particulièrement. Il dit: je voudrais simplement profiter de ton podcast pour rappeler à quel point il est important de ne pas dépolitiser la lutte contre la violence policière en partageant les images de policiers à genoux. La mobilisation actuelle se bat contre la violence institutionnelle et non contre des individus racistes isolés. Et individualiser le racisme dans la police et ainsi omettre le caractère institutionnel, c'est garantir la pérennité de l'impunité policière. C'est le message qu'il souhaitait faire passer. Le racisme qui est aujourd'hui donné dans le monde n'est peut-être pas forcément une volonté de la part de personnes d'être racistes juste comme ça, mais une forme aussi de pression, sans aller non plus vers une déresponsabilisation. Mais dans les faits, on est tous face à un système qui a tendance à être raciste. J'aimerais vous dire quelque chose ensuite par rapport à moi, mon opinion par rapport à tout ça, c'est qu'en tant que blanc généralement ignorant, pour autre chose de ce qui me concerne moi directement, j'ai tendance à me taire de peur d'empirer ou de dire quelque chose de déplacé, mais avec la crise qui se passe actuellement, il faut parler. Si en France il y a quelque chose à faire pour aider l'égalité, on doit être capable de le faire au risque de se retrouver aussi coupables, nous, de pérenniser et de transmettre encore le racisme systémique. Le mouvement Black Lives Matter est extrêmement important, il existe depuis des années. Et juste pour faire un petit point, les personnes qui rétorquent All Lives Matter, évidemment toutes les vies comptent. Sauf que tant que toutes les vies ne comptent pas pour de vrai, tant que les vies des personnes noires ne comptent pas, tant que les vies ensuite des personnes asiatiques ou du Moyen-Orient ou tout ce qu'on peut imaginer, tant que toutes les vies ne comptent pas, aucune vie ne peut compter pour de vrai. Dans ce podcast, je souhaite le plus possible parler de la communauté LGBT, mais il ne faut absolument pas oublier qu'avant tout, la communauté LGBT, ce sont des personnes, parfois trans, souvent de couleur, drag queens ou travailleurs du sexe. Ce sont eux les premiers qui ont marché pour que nous on puisse vivre aujourd'hui comme on est. Pour avoir le droit d'exister, on doit absolument remercier des personnes de couleur aux États-Unis qui ont souvent jeté la première pierre. Et on ne peut pas, nous, en tant que communauté, rejeter les personnes de couleur. Ce serait nous tirer une balle dans le pied. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On va pouvoir commencer l'épisode maintenant. Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. Merci d'avoir partagé les épisodes précédents et continuez à le faire parce que plus on est de fous, plus on rit et plus je peux vous présenter des invités intéressants. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière partie de ma discussion avec David où on parle de pourquoi il a arrêté son métier d'escort boy. Je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que vous allez entendre, laissez-vous porter par la discussion entre David et moi dans ce dernier épisode. Comme toujours, je suis impatient de continuer la discussion sur les réseaux sociaux et si vous êtes intéressé, je pourrais probablement vous proposer un épisode épilogue où David et moi pourrons répondre à vos questions. Alors rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux, #GaspardNavigue. Entre tes clients qui se déchargent émotionnellement. Je suis désolé, le jeu de mots était vraiment mauvais. Je suis désolé. Oui, alors mes clients se déchargeaient à peu près tous, normalement. Ok, parfait. Donc, du coup, entre les clients qui se déchargeaient émotionnellement sur toi, tous les...
Désolé, je suis Faut que désolé. j'arrête de la faire cette blague parce que tout Attends. ça, en fait, je vais pas le couper au montage et du coup, ça va être la honte pour moi. Mais bref, donc entre tes clients qui soulageaient leurs peurs et leurs émotions sur toi, plus toutes les tout ce que, enfin, tous ces ressentis que tu pouvais avoir de se sentir traité un peu comme, comme tu le disais tout à l'heure, un peu comme un bout de viande ou quoi que ce soit. Comment est-ce que toi, tu arrivais à faire la part des choses entre ça et David? Ouais, ça a été compliqué, c'est vrai, je te l'accorde. En fait, au début, j'ai pas réussi. La première fois que je me suis rendu compte que j'étais, juste un objet, c'est c'est horrible Mmh. de se dire ça, hein, mais la première fois qu'on m'a traité comme un objet, je l'ai très mal vécu, surtout que c'est la première fois que je me suis rendu compte que mon client était marié et avait des enfants de mon âge. Ça a été très compliqué. Voilà. En Ouais. fait, tellement compliqué que j'ai décidé d'arrêter et j'ai fait une très grosse crise, une micro-dépression. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et c'est là qu'en fait, j'en ai parlé à mes amis proches de l'époque qui ont eu un très, très bon rôle à jouer dans ma vie. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment accompagné. Ça a vraiment été des crèmes. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était mon choix et qu'ils l'acceptaient totalement. Et à côté de ça, qu'il ne fallait pas que je me laisse démonter par le Mmh. genre de gars qui me prenait seulement comme un sextoy, quoi. Et je les en remercie énormément d'ailleurs. Mais à Mmh. côté de ça, j'ai au fur et à mesure développé une espèce de carapace, heu, Mmh. donc autour de ma vraie personnalité. Et c'est mon Mmh. rôle, c'est David qui prenait peu à peu en fait le dessus sur moi. Si bien que ça a découlé sur pas mal de problèmes en fait. Pour être totalement honnête, j'ai Mmh. développé une addiction au sexe. Alors, j'entends déjà ceux qui vont rigoler en disant: «Ah, addict au sexe, on n'est jamais vraiment addict au sexe». Mmh. Bah, je leur souhaite pas de voir, comment dire, sa vie changer, à tel point que tu allais en cours la Que journée, mmh. que tu voyais tes amis jusqu'à 23h, minuit le soir parce que, bah, tu passais des bons moments, et puis qu'à 00:30, tu avais ton client qui venait, et puis qu'à 1h30, il y en avait un autre qui venait, et puis après, bah, tu pouvais pas prendre d'autres clients à cette heure-là, c'était beaucoup trop tard. Alors du coup, bah, tu allais sur, une certaine application qu'on connaît tous, et puis, bah, Oui, j'en parle un épisode sur 2, hein, tu c'est peux vrai? mentionner Grindr, je crois. Et oui, Oui, Grindr. Donc oui, après j'allais sur indéniable. Grindr et puis, bah, je faisais venir quelqu'un d'autre, si bien que, bah, ça m'arrivait des fois de coucher avec 5 mecs différents dans la nuit, et je dormais pas parce que, bah, j'étais jamais vraiment rassasié, et à force de faire ça, j'ai cultivé cette espèce de bête de sexe, mais pas d'un point de vue, amélioratif, tu vois? Là, quand j'utilise ce terme, pour moi, c'est plus, vraiment, c'est plus péjoratif. C'est vraiment C'était genre tu vivais ta vie à travers le sexe, quoi? C'est ça, j'étais vraiment devenu dépendant. C'en était devenu, assez ridicule, je pense, d'un point de vue extérieur, mais bon, Mmh. j'étais riche. Enfin, j'étais riche. J'étais bien, à l'aise. Ça t'est venu tout seul, l'idée de faire ce travail? Ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Ou est-ce que, je sais pas, comment est-ce que ça t'est venu l'idée? En fait, c'était bizarre parce que c'était, totalement indépendant de ma volonté, à la base. C'est-à-dire que je venais d'arriver, donc sur, le Bourget, nouvelle vie, la famille était loin, j'étais indépendant, enfin, c'était, le rêve. Mmh. Et donc j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, voilà, maintenant, tu es étudiant, tu vas pouvoir avoir une vie sexuelle, dévergondée, tu seras plus obligé de faire, 30 kilomètres dans ton patelin pour essayer de trouver un mec à peu près potable». Bref, et donc du coup, j'ai commencé à aller sur Grindr, et sur Grindr, j'ai discuté, je me suis aperçu que j'avais certains trips. Donc comme je te disais, j'avais discuté Mmh. avec un mec un peu plus âgé, il devait avoir la quarantaine à peu près. On s'était super bien entendus, on avait beaucoup rigolé, on avait partagé, des photos et autres. Et donc il avait fini par venir, chez moi. Donc bah, la première fois que je couchais avec un mec, dans mon nouvel appartement, et donc on avait passé un super bon moment, et en fait, le gars est parti dans la nuit, et il est parti en mode, il voulait pas me déranger, et je pense qu'il avait certainement mieux à faire le lendemain, enfin je sais pas trop, mais Mmh. et quand je me suis réveillé, il avait laissé sur la table, un billet de 50 et un mot avec marqué: «C'était super, n'hésite pas si tu veux qu'on se revoie».
Alors, au début, genre, j'ai pas tout compris, tu vois. Et après, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Et dans la tête, c'était, en fait, le gars, et je te le dis cash, hein, comme je l'ai pensé, il m'a pris pour une pute. Genre, Mmh. à quel moment dans notre conversation, il s'est dit, bah, le mec, clairement, il vend ses services. Alors que c'était pas le cas. J'ai pas été ambigu, j'étais pas intéressé. C'était vraiment juste du cul, quoi. Honnêtement, tu discutais honnêtement avec la personne, quoi. Exactement. En fait, à la base, je voulais juste coucher avec lui et puis voilà, enfin, c'est tout. Et donc, du coup, il m'a, comment dire, il m'a laissé cet argent et dans ma tête, j'ai fait OK. Bon, c'est cool en vrai, 50 € quand tu es étudiant. C'est quoi? Oui, non, C'est un clairement, quart de ton 50 balles, budget. oui, à peu près, oui, en fait, Voilà. ça. 50 balles, c'est 2 semaines de courses tout seul ou alors, ouais, Exactement. une semaine avec Pierrick, ouais. Donc, du coup, j'ai été refait et je me suis dit «Eh mais en fait, bon, alors, je suis boursier, hein, en soi, je manque de rien. Enfin, je manque de rien, mais en même temps, je vis pas dans l'excès non plus, hein. C'est-à-dire que c'est pas la grosse marade au niveau shopping, hein, qu'on se le dise. Oui, non, ça se saurait si les boursiers, Voilà. vivaient, tranquillement, quoi. Après, je remercie l'État. En soi, la bourse m'a quand même sauvé la vie, hein. J'étais content d'être boursier. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, je me suis dit: «Eh mais en fait, il y a moyen peut-être que» et c'est en discutant avec un autre gars sur Grindr que je me suis rendu compte qu'il existait un site où tu pouvais avoir un profil justement et c'est là que tout a démarré. Tu as un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais, comment est-ce que tu en es venu à arrêter, du coup, ton métier? Alors, j'en suis venu à arrêter déjà pour la première raison, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, mon copain actuel, qui, du coup, était très charmant et très attentionné et très apte à me comment dire? À me combler émotionnellement. Chose qui commençait gentiment à me manquer avec, mes pratiques. Parce que oui, j'étais Mmh heureux mh. sexuellement, c'est sûr, mais à côté de ça, personne m'aimait vraiment pour ce que j'étais, quoi. Enfin, Mmh. c'était très compliqué. Oui, ils aimaient un fantasme et un corps. Il m'aimait pour une heure, voilà. Mmh. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Donc j'ai trouvé, mon copain. Alors ça n'a pas été du tout facile au début, hein, que je te le dise. C'est comme toute drogue, il faut réussir à se sevrer. Le Ouais, sevrage, parce que du dis-moi? coup, ouais, tu devais en même temps te remettre d'une addiction au sexe en même temps que tu es avec ton copain, parce que vous étiez monogame ou? Ouais, ouais, c'est ça. À la base, relation monogame, donc je suis passé de 4 à 5 partenaires par jour à un seul. Ça a été, pas simple. Il y a cette raison-là, mais il y a aussi la raison, de la comment dire? De la vision déformée que j'avais de l'argent. Si bien que, pour moi, 20 € c'était 20 centimes à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? J'en étais Ah ouais. arrivé à dépenser mon argent comme si j'en avais jamais manqué. Alors que clairement, je viens pas d'une famille, particulièrement, pétée de thunes. Ouais. Du coup, ça a été je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de me déshumaniser. Ça devenait n'importe quoi. La dernière raison, c'est que, heu, à côté du fait que j'avais aussi des plans cul, enfin, j'avais pas que mes clients, j'avais aussi des plans cul, bien évidemment. Je pouvais pas me suffire de mes clients. Mais, il y a le côté, médical, on va dire, qui a beaucoup joué Mmh. dans le fait que j'ai arrêté parce que j'ai, en fait, j'ai eu très souvent des chlamydiés, des gonocoques. Ça Et a pourtant tu te vraiment protégeais? pas et pourtant je me protégeais. En fait, si tu veux, alors moi, c'est mon avis personnel, hein, mais quand je faisais, mon affaire avec mes clients ou avec mes plans cul, je me protégeais toujours quand il s'agissait de sodomie. Par contre, pour ce qui est des préliminaires, c'était rare, voire inexistant, le fait que je mette une capote pour me faire sucer. Mmh. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, sauf que beaucoup de gens ont tendance à oublier que la gorge fait partie des endroits où on peut facilement transmettre une MST. Mais un jour qui était pas fait comme un autre, j'ai chopé la syphilis, donc maladie qui en soi, peut se guérir de nos jours, bien évidemment, mais qui restera à jamais marquée sur mon bulletin de dépistage en tant que positif sur le deuxième marqueur, puisqu'il reste une cicatrice ADN, en fait. Donc voilà, Ah j'aurai ouais. toujours un rappel à chaque fois que je ferai un dépistage de ce qui s'est passé dans ma vie avant. Mon médecin me l'a dit, hein, et je pense que c'est ça qui m'a fait réagir à l'époque, c'est: «Vous avez eu de la chance, là, vous avez eu la syphilis. Alors, c'est grave, oui, mais ça aurait pu Mmh. être autre chose». Et là, mon médecin m'a dit: «Vous savez, on a diagnostiqué des cas, de VIH, dans la ville voisine, enfin,
Poitiers, en fait, pour être totalement exact. Euh, Mmh. et en fait, quand les patients venaient voir leur médecin, il leur disait non, non, mais moi, je couche avec des mecs sans capote pour leur transmettre parce que je suis en colère. C'est terrifiant qu'on en arrive là et ça montre le malaise des personnes, atteintes, je pense. Clairement, clairement. C'est malheureusement pas avec ce genre de comportement qu'on va réussir à endiguer le problème un jour. Je pense que c'est symptomatique d'un mal-être ou d'un traitement de la part de la société qui aboutit à cette colère peut-être chez les personnes atteintes du VIH? Je reste convaincu que ça a été une aventure totalement enrichissante sur le point de vue sexuel, mais aussi sur le point de vue humain. Et je regrette absolument pas d'avoir tenté l'expérience, quoi. C'était un moment particulier. Je pense que si jamais j'avais des problèmes financiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque j'ai un job que j'adore par-dessus tout et qui me comble financièrement, je pense que si j'avais des problèmes financiers, je retenterais l'expérience, mais de manière plus réfléchie, plus posée. Que, je sais pas, j'aurais peut-être 1 ou 2 clients par mois, histoire de mettre du beurre dans les épinards, expression que j'adore. Tu vois. Et, Ça va avoir un goût bizarre, tes épinards. non, c'est trop bon. Je préfère la crème avec les épinards, mais bon, je te l'accorde. Putain! Il n'y a que toi qui l'as vu là. Moi, il n'y avait rien de. Je préfère vraiment la crème dans mes épinards. Oui, bah attends, et c'est bon, hein. Faut pas Après, me pousser trop loin. ouais, bah, si tu changeais complètement, ça me ferait bizarre, hein, je te reconnaîtrais plus. C'est vrai, Là, c'est vrai. Je je faisais reconnais déjà des peut-être blagues de pas. merde à l'époque et je continue à en Ouais, faire aujourd'hui, hein, ça c'est fait pas de partie de souci. ton charme, je trouve. Mais pourtant, j'essaie de pas trop en faire, hein. Je fais vachement d'efforts. Depuis que je suis avec Ouais. Thierry, j'essaie de faire vraiment gaffe à pas trop faire des blagues de merde parce que je me dis qu'au bout d'un moment, il va prendre la porte et s'enfuir avec. Merci d'avoir écouté notre discussion avec David. N'hésitez pas à retourner écouter les épisodes précédents et partager vos questions et remarques en utilisant le hashtag GasparNavigue ou en m'identifiant directement. Si vous êtes intéressé, je vous proposerai un épisode épilogue où David et moi répondrons à vos questions. C'était un plaisir de vous avoir à bord. Faites attention en descendant de l'embarcation. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!